Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'art de l'attention, oui, être attentif, on va y revenir, c'est très important évidemment et on est souvent disrupté par mille autres choses, notre téléphone portable en particulier. On va en parler avec Claire Lozol, elle est consultante, coach et co-auteure d'un livre passionnant, l'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction et c'est sorti chez Erol. Elle est notre invitée. Le cercle RH, le CPF souffle ses 5 bougies. Alors, c'est un outil formidable. Simplement, il est peut-être victime de son succès. On va en parler avec des experts. Nathal Wright, il est le président de Wall Street English. Et puis avec Estelle Sauva, elle fait partie de ceux qui ont créé ce CPF. Elle est aujourd'hui directrice générale du groupe Alpha et Secafi, ancienne haut commissaire. Elle a eu à traiter et à fabriquer ce CPF. On va en parler avec eux dans quelques instants. Et puis le livre de Smart Job, Affronter les coups du sort, petit traité de résilience, 2 livres aujourd'hui dans Smart Job. Pierre Delbé, docteur en philosophie, fondateur d'IFAE, viendra nous parler de ce qu'est la résilience. Ce n'est pas que de la psychologie, c'est aussi un rapport à la philosophie, à l'être. On en parlera avec lui à la fin de notre émission. Mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, est-ce que vous vous êtes intéressé à votre capacité d'attention? J'insiste bien sur le A de attention. Un livre passionnant nous éclaire sur les enjeux, les difficultés et peut-être les outils aussi pour rester attentif. L'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction. 3 auteurs, Régis Rossi, Claire Lozol et Didier Noyer, sorti aux éditions Erol. Claire, merci d'être avec nous. Ce livre, d'abord commençons par le début. En fait, il nous impacte. Quand on lit ce livre, on se dit, mais bon sang de bonsoir, en fait, je suis totalement à côté. Je suis totalement à côté. J'ai un téléphone portable, je réponds WhatsApp, j'ai le cerveau totalement en ébullition. Et ce qui fait qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer. C'est ça le sujet. Alors, merci d'abord Arnaud de cette invitation. Moi, je suis très très heureuse de parler du sujet avec vous. Je sais qu'il vous intéresse particulièrement. Plutôt que de se dire « je suis à côté » en lisant le livre, moi, j'invite l'ensemble des lecteurs et des personnes qui se posent des questions sur leur attention et qui se disent « oh là là, j'arrive pas à me concentrer, je ne suis pas aux commandes de ce que j'ai envie de faire, etc. » Se dire « comment je pourrais poser une première action qui va m'aider à être davantage là où j'ai envie d'être, dans mes interactions avec les autres. » Ce qu'on fait là. Par exemple, dans mon travail. J'aime mon travail, mais j'ai le sentiment à la fin de la journée que mon travail n'a pas été productif, que j'ai été sans arrêt interrompu, que finalement, je ne fais pas ce pourquoi je suis payée. Et c'est incroyable, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui témoignent de ça, que ce soit dans les coachings individuels, dans le collectif. Enfin, vous êtes un spécialiste, donc vous devez l'entendre régulièrement. C'est un sujet central. Alors, il y a quand même un sujet qui est intéressant, alors avec des illustrations que je trouve assez sympathiques dans votre livre, qui donnent un petit côté sympa, un peu fun. Là, je tombe sur mettre fin à la dispersion, kit de survie contre la distraction, avec la petite mallette attention danger. Il y a quand même les enjeux du smartphone, de la dopamine, de tous ces enjeux qui découlent de notre perte d'attention. Il y a des pays, j'ai vu que l'Angleterre, par la voix du Premier ministre, allait interdire les téléphones dans les écoles. Enfin, c'est hallucinant. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Est-ce que vous êtes sur une ligne dure en disant, si vous voulez être concentré et revenir à l'essentiel, lâchez votre téléphone? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on est sur une ligne dure, mais en tout cas, on est sur une ligne engagée. Régis, Didier et moi, quand on a eu l'idée d'écrire ce bouquin, on est parti du principe et du même constat qu'autour de nous, l'attention était en train de se diluer, de disparaître. On l'a constaté donc chez nos enfants, on le constate chez les personnes avec lesquelles on travaille, etc. Si on prend les choses il y a 15 ans, quand vous animiez une formation, quand vous étiez dans une conférence, les gens vous écoutaient. Je vois très bien. Il se passe quoi maintenant? Mais ils regardent leur téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure entre nous, Arnaud? Vous allez le dire. Vous osez le dire? Oui, j'ai envoyé en votre présence, alors que vous me parliez, un message. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Concrètement, ça a quelle implication et quelle incidence, je dirais, on parle beaucoup de productivité, d'engagement des collaborateurs. Ça a quelle incidence dans l'entreprise, tout ça, très concrètement? Alors, il y a des incidences qui sont multiples. La toute première, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure, c'est le sentiment pour les personnes d'un travail qui n'est pas de qualité. Et en termes de QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, dans tout ce qu'on peut mener auprès des entreprises du CAC 40, tous
tous les collaborateurs et les managers nous disent la même chose. On a le sentiment qu'on ne fait pas notre job. Mais on fait quoi? C'est de la faute du collaborateur ou c'est la faute de tous les outils mis à disposition du collaborateur? C'est la faute de la manière dont, globalement, chacun s'est laissé utiliser par les outils. Au départ, quand vous disiez est-ce que vous êtes dans une ligne dure, non, on est d'abord dans le constat de à quoi servent ces outils. Ils sont censés faire l'inverse, nous aider à être plus efficaces, plus productifs, plus rapides, etc. C'est vrai si on les dompte, si nous-mêmes, on les utilise comme on souhaite les utiliser. Je prends un exemple hyper simple. J'imagine que sur votre smartphone, vous avez une boîte mail. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je la regarde. Tous les combien? Dès que je peux. Voilà. C'est ce que vous dites, les gens ne quittent plus leur téléphone de leurs mains. Voilà. Est-ce que c'est vraiment la manière de vous sentir le plus efficace dans ce que vous faites et de l'être? Le nombre de cadres qui démarrent leur journée, mais de n'importe qui démarre leur journée par consulter leur mail, est-ce que c'est vraiment la manière d'être le plus efficace? Et surtout de se sentir le mieux possible? Je ne suis pas sûre. Et l'enjeu du télétravail, alors qui est un peu connexe, mais on a aussi des salariés qui, en plus de cela, se sont éloignés physiquement. Il n'y a plus de lien interpersonnel, comme on dit, qui est encore plus compliqué pour les managers, avec en plus de ça la possibilité d'être encore plus distrait par le poste de télé qu'on a pu allumer ou la radio qu'on écoute. Enfin, tous ces sujets-là sont posés. Alors, j'espère, Arnaud, faisons ce pari ensemble que les personnes qui sont en télétravail ne sont pas en train de regarder leur télé en même temps. C'est un peu dommage parce qu'ils ne verront pas l'émission Smart Job. Alors, il faut qu'ils s'organisent pour pouvoir la regarder, cette émission. Voilà. Mais il y a quand même un enjeu fort de réarmer, pour utiliser un mot très utilisé, l'attention avant de nous quitter. Et de la muscler et de faire en sorte que chacun se donne des objectifs très très simples. La première chose, on disait éloigner le téléphone, y compris ne pas l'avoir sous les yeux, se donner des temps de concentration profonds et longs, suffisamment longs, être dans du pas dérangé, que ce soit sur les interactions, sur votre messagerie, vous la coupez, et puis prendre conscience de ce qui vous distrait, que ce soit vos pensées intérieures, que ce soit d'autres personnes, que ce soit des choses qui sont dans votre tête, faites des listes et vous allez vous redonner, on va dire, de la maîtrise et du bien-être par rapport à la gestion de votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Ça, c'est le titre du livre édition Erol. 3 auteurs, Régis Rossi, Claire Lezeul et Didier Noyer. C'est un livre passionnant avec des illustrations, je le redis, très sympa, qui donnent à ce livre beaucoup de plaisir de lecture. C'est très informatif et c'est très concret. Merci à vous de nous avoir rendu visite. On tourne une petite page. Tiens, on parle de formation, on l'évoquait tout à l'heure. Le CPF, tout le monde connaît le CPF, le compte professionnel de formation. Il fête ses 5 ans, victime de son succès, ce CPF. On en parle avec nos invités. Le cercle RH, le débat de Smart Job pour parler d'un sujet qui concerne des millions et des millions de collaborateurs, le CPF. Alors c'était une innovation incroyable, pouvoir choisir numériquement une formation. On avait donc, et on a toujours ce compte, donc de l'argent à disposition et on achète cette formation et on se forme. Simplement le CPF, 5 ans après, est peut-être victime de son succès. Un petit coup de rabot qui va arriver, qui est quasiment officiel, 50 € à la charge du collaborateur. Et on va en parler avec nos invités. Estelle Sauva, ravie de vous accueillir sur le plateau, directrice générale du groupe Alpha SCCAFI. Et vous êtes, c'est important de le dire, ancienne haut-commissaire avant de présider Alpha SCCAFI, et vous avez été dans la salle des machines de la fabrication, de la création de ce CPF. On va en parler avec vous. Nathalie Wright, ravi de vous retrouver. Vous venez régulièrement, justement, parce que vous faites partie de ceux qui vous battez pour que le CPF soit maintenu à son bon niveau, président de Wall Street English et administrateur et président de la commission des langues, les acteurs de la compétence. Estelle Sauva, pour vous replonger dans une autre partie de votre carrière et de votre parcours, l'esprit du CPF était quand même une idée génialissime. Comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur ? D'abord, je le vis avant, parce que le CPF naît en réalité en 2014, il est le fruit du DIF. J'exerce à ce moment-là des fonctions de direction générale sur la question de la reconversion et des restructurations de beaucoup d'entreprises françaises, pour lesquelles je vois et je tire les enseignements d'une impossibilité pour une part des Français à ne pas pouvoir accéder naturellement à la formation. Droit individuel à la formation, on passait par l'employeur. On passait par l'employeur, les obstacles sont nombreux, c'est un parcours du combattant. Je ne suis pas opérateur
d'heures de formation, il faut le rappeler. Je n'ai jamais tiré aucun intérêt de ces sujets. Mais pour le coup, j'observais une vraie difficulté à pouvoir placer la moitié des personnes sur des sujets qui me semblaient être la seule voie possible pour une part des gens les plus éloignés de l'emploi à pouvoir revenir via la formation. 2, on le sait, c'est probablement là que se situe une chance pour notre pays, c'est-à-dire l'économie de la connaissance, de pouvoir construire, on le voit, les questions d'éducation, de formation sont absolument essentielles pour conserver notre compétitivité. Donc, mon intention initiale, ça a été de dire, des heures, ça ne marche pas. Il faut des choses concrètes pour les Français. Les euros, c'est plus simple, c'est compris. La deuxième chose, c'est de pouvoir aller chercher une co-responsabilité financière pour les Français, parce que la gratuité a probablement été installée à tort depuis plusieurs décennies, depuis l'après-guerre, et quelque part, beaucoup d'entre nous, depuis notre éducation profonde, n'avions pas conscience que s'emparer de ce sujet pour nous-mêmes, même si nous en avons envie, ça participe de notre destin futur. Donc, être acteur de son parcours professionnel... Et ça a un coût. Alors, ça a un coût, effectivement, il faut le dire. Alors, ça m'a amené à commencer à m'autoriser une feuille blanche. J'ai eu un auteur avec moi, un co-auteur, Bertrand Martineau, ancien conseiller Nicolas Sarkozy. Je venais du monde social. Voilà 2 opposés qui se retrouvent avec une copie entre les mains pour proposer une réforme majeure de la formation professionnelle. On est en 2016, François Hollande est encore au pouvoir. Ce sujet va être entendu, il sera présenté au gouvernement, il est rendu public auprès de France Stratégie. Ce rapport, un pré-rapport, sera coupé net avec le premier 49.3. Exactement. Et donc, ça me met en colère, pour être très sincère. Et donc, j'accepte l'idée qu'il partira avec le capital emploi-formation avec l'Institut Montaigne. Il deviendra le rapport choc de janvier 2017. Autre étape. 17. Et il est rendu public avec une proposition d'un financement pour près de 5,6 milliards. Retenez le chiffre. 5,6 milliards. Moi, j'avais 5 milliards. Tout un mécanisme, alors il est plus complexe, etc. On y reviendra. Mais en tout cas, les moyens, le modèle, le système de... La philosophie. La philosophie c'est ça. Est posée, elle est embarquée et elle est lancée. Moi, j'entends Estelle Sauva, Nathaniel Wright, je vous ai vu d'ailleurs prendre des notes à ce moment-là. J'entends quelqu'un qui nous dit c'est un outil formidable, on l'a construit, on est allé au bout de cette aventure et ça existe. La gratuité... c'est peut-être pas la meilleure des méthodes. Et là, annoncé en décembre et officialisé, alors annoncé en décembre par Carole Grandjean, qui n'est plus en charge de la formation, mais confirmé par le ministre en charge du budget, qui dit il y aura un reste à charge de 50 €. Ça vous choque ou pas ? Non. Est-ce que ça remet en question le CPF par ailleurs ? Ça dépend du montant. Un reste à charge de 50 €... C'est convenable. C'est convenable. On parle actuellement de 10%. 10%, ça peut monter très facilement à 300 €. C'est vrai. Le but quand même du CPF et la philosophie derrière tout cela, c'est quand même d'amener la formation vers des personnes qui ont moins accès à la formation et qui ont besoin d'être plus formées que d'autres. Je précise, 1 personne sur 5, plus de 50 ans, 7 personnes sur 10 sont ouvriers ou employés. C'est important, cette philosophie-là aussi. Et il y aura autant de femmes que d'hommes. Et puis, à destination aussi, et on va en parler, des demandeurs d'emploi. Ce qui est surtout important, c'est que ce n'était pas le cas avant. Avant, on avait une formation essentiellement vers des cadres. C'est Parce que c'est l'entreprise qui contrôlait le plan de formation et qui orientait... Les mieux formés se formaient. Les mieux formés se formaient, les plus hauts potentiels pour l'entreprise étaient formés. Nous, avant le DIF, donc avant le droit individuel à la formation ou avant le CPF, nous avions énormément de personnes qui venaient chez nous, qui payaient de leur poche, mais c'était des secrétaires, des ouvriers, c'était pas les cadres. Et qui sentaient l'urgence et l'obligation même de pouvoir parler l'anglais en particulier, voilà, parce que c'est le sujet. Il y avait quand même des budgets de formation professionnelle et ils ne les atteignaient pas. Mais Estelle Sauva, aventure, ce CPF voit le jour, et j'imagine que vous en tirez de la fierté. Il a permis à 5,8 millions de dossiers acceptés, 8 milliards d'euros d'achats de formation, 1362 € de montant moyen des achats, c'est quelques chiffres pour se donner un peu l'idée. Ensuite, il y a eu le débat des abus, de tous ces organismes de formation créés ad hoc pour aller chercher cette manne. Est-ce que ce CPF a bien répondu à l'enjeu qui était à la fois de former et j'allais dire réduire le chômage réellement? Est-ce qu'on peut le quantifier ça vraiment?
Bon, d'abord, je vais assumer totalement, parce que c'est mon genre, les responsabilités qui ont été les miennes. J'ai été haut-commissaire à la transformation des compétences et donc en tant que haut-commissaire, j'étais le seul haut-commissaire à prendre en charge la mise en œuvre et la stratégie autour du CPF. Cette stratégie consistait dans mon esprit à pouvoir engager un financement en l'adossant à un fait générateur, la rupture notamment du contrat de travail, acquis dans le cadre du rapport précédent de l'Institut Montaigne. J'ai eu la chance d'avoir un gouvernement plutôt volontaire à en faire un dispositif pour tous les Français. Ce qui était une belle rampe de lancement. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, 7 millions d'actifs, plus de 7 millions d'actifs, s'en sont emparés. 94% des Français connaissent ce dispositif. Les langues, le permis de conduire, enfin des choses très concrètes. Je vais donner une petite enveloppe. Je disposais à l'époque, sur les 15 milliards du plan d'investissement, une enveloppe extrêmement réduite pour le CPF. Il est vrai qu'à partir du moment où vous engagez un marché, j'y suis restée quelques mois pour la stratégie, il s'ouvre le besoin d'abord de faire en sorte que ce soit visible. La communication a été fortement portée par le gouvernement et la Caisse. Un effet d'aubaine donc. Bon, les fraudes se sont installées. Voilà qu'un marché s'ouvre, il faut le réguler. Je remercie d'ailleurs Carole Grandjean d'avoir pris pleinement ce sujet à bras-le-corps parce qu'il en allait de la crédibilité du CPF. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas besoin de continuer ce travail et cette notoriété, puisqu'il sert, et vous l'avez dit, il sert pour 2/3 des Français à des salariés, un tiers à des demandeurs d'emploi. Exactement. Et à 80% d'entre eux, ils sont des populations qui sont infra bac plus 2, voire même à 50% infra bac. Donc il répond complètement à l'objectif qu'on s'est fixé. Vous pouvez dire ensuite, est-ce que il fallait faire comme ça ? Je pense que pour lancer un CPF et le rendre visible à tous, ça a plutôt marché. Voilà. La marque est connue de tous. À 5 ans, je dis bravo, on a réussi. Je précise quand même, pour ceux qui s'intéressent de près à ce sujet, que non seulement il y a ce petit coup de rabot de 50 qui de la vie générale, reste assez convenable en termes d'investissement du salarié, mais il y a eu aussi cette étape où il faut se connecter, mettre des codes. Et je vous vois, parce que les salariés vous disent, bon, écoutez, c'est pratique sur le papier, mais quand on commence à se pencher dans la salle des machines, il faut rentrer le code sécu, il faut faire une vérification. Je trouve pas l'organisme de formation. Enfin, est-ce que ça, vous l'avez aussi dans votre scope d'amélioration du CPF ? Le moteur de recherche de la Caisse des dépôts fonctionne pas. On est d'accord. Fonctionne pas. On est d'accord. En tout cas, on ne trouve pas ce qu'on veut. Ce qu'a amené la Caisse des dépôts au monde de la formation, c'est une simplification administrative. Ah tiens, simplification, c'est intéressant. Précédemment, il y avait, pour prendre un dossier CPF, il vous fallait 4 mois pour qu'un OPCO, les organismes qui géraient cela avant la Caisse des dépôts, vous répondent. Aujourd'hui, c'est en 2 jours. C'est vrai. D'accord ? Donc là, l'effort de simplification est énorme. Le côté place de marché que veut prendre l'application Mon compte formation est un échec total. En termes d'ergonomie, en termes d'accès, ça ne marche pas. On ne peut pas, et même essayer de rivaliser avec Google. C'est exactement ça. D'anglais, mais il faut avoir les budgets de Google. La Caisse des dépôts n'a pas les budgets de Google, donc ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et je vais donner la parole à Estelle Sauva, parce qu'il y a l'enjeu des demandeurs d'emploi, il y a quand même l'enjeu de continuer avec une réforme potentielle de l'assurance chômage annoncée par Gabriel Attal. Enfin, tout ça a des conséquences. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui, à l'égard de ce CPF, dont vous maintenez l'idée qu'il faut le pérenniser, évidemment ? Il faut le pérenniser. Nous, on n'est pas du tout, aux acteurs de la compétence, on n'est pas du tout contre un reste à charge à 50 €. On est contre un reste à charge au-delà de 10%, on est d'accord. C'est le 10% qui... 10%, ça peut monter beaucoup plus haut que 50 €, c'est ça le problème. 50 €, ça responsabilise un peu. C'est ce qu'évoquait Estelle Sauva. Et là, je ne prends pas la casquette des acteurs de la compétence, mais celle de Wall Street, puisqu'on fait une étude Ipsos tous les ans. Et on a demandé aux Français s'ils étaient a priori d'accord pour qu'il y ait une sanction pour les personnes qui utilisaient les fonds du CPF de manière indue. Je rappelle que les fonds du CPF, pour bénéficier du CPF, vous devez passer une certification. Beaucoup de personnes ne se donnent pas la peine de passer la certification. Donc, question, est-ce que vous pensez que ces personnes-là devraient payer 100, 200, 250 € de pénalité ? 70% des Français disent oui. Le politique ne veut pas y aller. Parce que, soudainement, ce sont les électeurs qu'on sanctionne. Mais si jamais on allait dans ce sens-là, on aurait tous les organismes de formation qui
passeraient leurs appels aux stagiaires, leur disant attention, vous allez peut-être payer 100, 150, 200 euros de pénalité qu'on va prendre sur votre compte bancaire cette fois, et non pas sur votre compte CPF qui est un peu de la monnaie de singe pour certains. Et là, on aurait un vrai outil en termes d'organisme de formation pour pouvoir convaincre les personnes d'aller jusqu'au bout. Estelle Sauva, aujourd'hui, vous présidez au destiné d'une entreprise, Alpha Secafi, mais vous avez toujours un œil sur ce CPF et sur la manière dont la formation doit nous permettre de maintenir cette compétitivité. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il faut rappeler que France Compétences, qui est l'organisme, on parlait de la Caisse des dépôts, qui gère le site, les organismes, mais celui qui pilote, c'est France Compétences. France Compétences, c'est quoi? C'est un déficit de combien de milliards? Trop d'argent. Trop d'argent, on est d'accord. Et je peux comprendre les pouvoirs publics inquiets aujourd'hui de voir ces dérives, et c'est normal. En tant que bons gestionnaires, ils ont à trouver les conditions de l'équilibre. Vous savez, la simplicité dans notre séquence est très à la mode. Très bien. On entend beaucoup ça. Beaucoup. On va être face à des lois en lien avec la simplicité, mais de temps en temps, sur des questions relatives à des mécanismes financiers, on peut s'autoriser plusieurs voies de financement. Et donc, on peut s'autoriser des voies alternatives à même le dispositif qui est posé aujourd'hui. Je l'ai présenté il y a quelques semaines au conseiller de M. Dussopt. J'espère pouvoir le faire auprès de Geoffroy de Vitry dans le cadre de ses nouvelles fonctions de haut-commissaire, voire même à Thomas Cazenave, s'il en était question. Car Catherine Vautrin est devenue ministre du Travail. Exactement. Donc en tout cas, je me tiens à disposition sur ces questions. Pourquoi? D'abord parce que je pense qu'on a là une opportunité d'accepter l'idée que en 2017, on a engagé un financement pour les Français pour tous. Excusez-moi, c'était inédit, ça n'existe pas ailleurs. Absolument, c'était la philosophie. On est libre aujourd'hui, et c'est normal, pour pouvoir en assurer la pérennité, de dire désormais, le CPF, on va pouvoir construire des mécanismes financiers pour ceux qui en ont besoin, et ce serait très cohérent dans la séquence qui est la nôtre d'aller rechercher des sujets autour de la transition professionnelle, et c'est absolument nécessaire, car on sait qu'en le faisant pour ceux qui en ont besoin, ça reste un investissement rentable, d'autant que les transformations ne vont pas s'arrêter, l'IA générative est là, les services vont être percutés à peu près de partout, on aurait donc intérêt de continuer à investir. Il y a un fait générateur, ça s'appelle la rupture du contrat de travail. À l'heure où vous vous situez, à un moment où la baisse du taux de chômage s'est plutôt enrayée. 7,3. On ne va pas vraiment vers le plein emploi, là. On est un peu... On sait que aussi les entreprises font état sans cesse de leurs difficultés à recruter. On peut donc considérer que la formation est la meilleure des voies de passage. Vous ne trouvez pas ça incohérent qu'à un moment où ces sujets sont aussi déterminants pour le pays, vous introduisiez un mécanisme aussi simple que la réduction financière sur les seules épaules des salariés, entre guillemets, ou des demandeurs d'emploi. Demandeurs d'emploi, c'est encore un autre mécanisme. Oui. Mais des salariés, alors qu'on sait finalement que ça va être leur premier frein à l'entrée. C'est vrai. Dites-leur, sur une rupture du CDI, des ruptures conventionnelles qui ont bon train, qui ont un deal économique, on va en ponctionner une partie pour la sécurité. Vous reviendrez nous en parler peut-être, parce que je sais que ce sujet, vous le suivez de très près, en plus de tous les dossiers, évidemment, que vous gérez à la tête d'Alpha et de Secafi. Merci Estelle Sauva de nous avoir éclairé sur l'histoire et sur les enjeux. Merci à vous, Nathalie Wright. OK pour les 50 €, pas tout à fait d'accord pour les 10%, parce que c'est le message que... Une seconde. Une seconde. Le plan de développement des compétences. Vous savez ce qu'on n'a pas arrimé au CPF? L'entreprise. Ça fait 5 ans à peu près que je le dis, et je dois avoir un rapport de 2018 qui en décrit à peu près tous les mécanismes. Aujourd'hui, vous avez des négociations dans l'entreprise 7 fois plus importantes pour l'égalité homme-femme, et il n'y a toujours pas de modèle d'accord d'abondement des entreprises pour le CPF. Voilà une autre voie de financement. Merci Estelle Sauva, nous sommes très en retard. Nicolas Juchat me hurle dans l'oreillette la séquence suivante, et je vous remercie. Fenêtre sur l'emploi pour parler de la résilience. Tiens, ça fait peut-être un petit peu un rapport justement à la relation au travail. La résilience, et c'est un livre, et j'accueille mon invité. Le livre de Smart Job, pour parler d'un mot dont Boris Cyrulnik s'est emparé, dont a beaucoup parlé, la résilience. Et on va en parler avec Pierre Delbé, qui est un invité régulier de notre chaîne, puisqu'il y a aussi les petites capsules vidéo passionnantes. Pierre Delbé, docteur en philosophie, fondateur d'IFAE, et ce livre, Affronter les coups du sort, petit traité de résilience chez Artege.
c'est intéressant qu'un philosophe s'empare de la résilience, alors que Boris Cyrulnik est pédopsychiatre, psychologue, et qu'on a plutôt l'impression que c'est du domaine du psychologue. Non, les philosophes s'emparent de ce sujet. Oui, parce que en fait, psyché en grec, c'est la psyché. Voilà, Aristote a écrit un traité sur la psychologie. Également, Frankl, le psychologue du XXe siècle, en fait, va développer une véritable approche, je dirais, un accompagnement philosophique, existentiel, n'est-ce pas, Viktor Frankl? Et c'est pour ça qu'en réalité, le contenu est à peu près le même, sauf que effectivement, il y a une différence entre la psychologie et la philosophie, c'est que historiquement, la psychologie est un accompagnement, alors que la philosophie est plutôt une réflexion, une recherche, etc. Dans votre livre, Pierre, vous marquez quand même clairement la différence entre résilience et résistance. C'est quoi la différence? Je sais pas si vous avez C'est de la entendu parler, temporalité. le lys du feu, j'aime bien prendre cet exemple qui est un petit peu décalé et qui est assez intéressant. Le lys du feu, c'est un lys qui existe et qui pousse en Afrique du Sud et qui ne pousse qu'à une seule occasion, à savoir quand il y a eu un incendie de forêt. Dès qu'il y a eu un incendie de forêt, à ce moment-là, le lys du feu apparaît. Et c'est un phénomène absolument étrange et tout à fait extraordinaire, à savoir que le lys du feu, la graine du lys de feu est restée à résister pendant 15 ans quelquefois au sein de la terre. Sur un sol dénudé. En tout cas, elle ne paraît pas lorsque la nature est normale, si je puis dire. Il suffit qu'il y ait un incendie et à ce moment-là, il va y avoir une résilience. La résistance... Donc c'est pas une plante résistante, c'est une plante résiliente. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de dormance que l'on utilise pour les plantes, n'est-ce pas, qui fait que... voilà. Et pour les êtres humains, c'est pareil. Nous avons une capacité de résistance, n'est-ce pas, qui fait que nous ne sommes pas, comment dirais-je, submergés par un traumatisme. Et ensuite, à la suite de ce traumatisme, il va y avoir un accompagnement, il va y avoir un vécu, si je puis dire, qui va me permettre plus ou moins d'en sortir. À travers le philosophe, et encore une fois, je m'adresse au philosophe, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un processus de résilience dont Boris Cyrulnik a beaucoup parlé? Il parlait de son enfance aussi, de cette relation à la guerre 39-45. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce que tout vient d'un traumatisme tout de même. Tout vient d'un traumatisme. C'est la différence qui existe entre un traumatisme et une épreuve. Le traumatisme fait dérailler l'esprit, alors qu'une épreuve, je dirais d'une certaine manière, même si c'est une grande épreuve, eh bien on peut, je dirais en général, on reste à peu près maître de soi. Moi j'ai considéré dans mon livre qu'une grande épreuve pouvait être un quasi-traumatisme parce que le vécu subjectif est tel... Perte d'emploi, parce que vous parlez de la perte... Exactement. Parce que parlons de notre émission, Exactement. une perte d'emploi, Absolument. c'est un traumatisme. Perte d'emploi et également, si vous voulez, vécu managérial terrible, parce qu'il y a des managers qui font souffrir énormément. Vous savez, le livre de Jean-Michel Freixin qui parle précisément de ces expériences terribles de management. Donc oui, il y a une véritable... oui, on a besoin de vivre cette... Mais la résilience, c'est une manière de revivre comme avant ou pas? Non. Alors, en gros, si vous voulez, la résilience, il y a trois possibilités. La première, c'est tout simplement, je survis. J'ai vécu un traumatisme, je survis, mais mal. Je continue de vivre, mais mal. Les séquelles de mon traumatisme sont trop fortes. La deuxième? Deuxième, c'est le fait que, en réalité, j'arrive à vivre une vie normale. Non pas comme avant, mais je peux avoir une vie à peu près normale, professionnelle, amicale, relationnelle, etc., qui fait que, globalement, c'est à peu près possible. Il y a une troisième possibilité, celle que j'essaie d'évoquer dans mon livre, c'est un effet de surabondance. Un Henri Dunant, par exemple, traumatisé par ce qu'il a vu de la guerre de Solferino, eh bien, il va créer la Croix-Rouge. Il va créer la Croix-Rouge à la suite de ce traumatisme. Merci Pierre. Affronter les coups durs, les coups du sort, petit traité de résilience. Chez Artege, c'est le livre de Pierre Delbé. Dévorez-le et écoutez Pierre. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous dis à très 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 bientôt. Merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation, merci à Héloïse au son et merci à Nicolas Juchat qui m'accompagnait aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos messages et votre fidélité. Bye bye.